Vous écoutez RFI, les 16h en temps universel, 18h à Paris. Le journal en français facile. Sophie Pouzrat. Et la une de ce journal, c'est bien sûr la Coupe du Monde de football qui démarre ce jeudi. La compétition va se dérouler dans 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les supporters sont prêts à soutenir leur équipe, mais pour certains, comme les Colombiens, obtenir un visa pour assister au match sur place est une épreuve. À la une également, les géants de la technologie dépensent des millions d'euros pour influencer les politiques publiques de l'Union européenne. Et puis le monde de la voile en deuil avec la mort du navigateur français Charlie Dalin à l'âge de 42 ans, grand vainqueur de la course en solitaire du Vendée Globe 2025 en s'emparant du record de l'épreuve. Le lancement de la Coupe du Monde de football 2026, c'est ce jeudi. Elle a lieu dans 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. 3 pays et 3 politiques bien différentes sur l'immigration. Et pour les fans colombiens, se rendre dans les stades, c'est souvent une bataille administrative, surtout pour obtenir un visa. Notre correspondante à Medellín, Najed Benrabah, a rencontré des supporters colombiens. L'an dernier, entre les mois de janvier et août, le nombre de visas délivrés par les États-Unis aux Colombiens a chuté de 11%, soit 250 000 visas de moins en à peine 8 mois. Et la situation n'est guère plus simple du côté du Mexique ou du Canada. Alors forcément, les fans de football hésitent à entamer les démarches et à acheter des billets. Alexander Estrada déplore les difficultés administratives pour ce type d'événement et c'est ce qui l'a dissuadé de voyager. Pour y arriver, il faut s'y mettre au moins 1 an à l'avance. Même chose pour acheter des billets. Il n'y a même pas de visa pour entrer aux États-Unis. C'est trop compliqué. On n'est pas libre pour entrer aux États-Unis. Et puis il faut planifier un budget, une chose qu'on n'a pas fait à temps. Il faut anticiper longtemps en avance pour le visa, pour les billets, pour tout. En moyenne, il faut compter entre 4 et 6 millions de pesos, soit environ 960 et 1400 euros pour obtenir un visa, payer un billet d'avion et une place pour un match. C'est presque 3 fois le salaire minimum mensuel en Colombie. Pour les États-Unis, seulement 26% des visas sont attribués. Najed Benrabah, Medellín, RFI. Et après la Colombie, direction l'Autriche qui vibre aussi au rythme du foot. Le pays s'est qualifié pour cette édition 2026 après 28 ans d'absence. Notre correspondante Isorias a rencontré à Vienne le patron d'une boutique devenue une référence qui vend les maillots officiels de l'équipe de football d'Autriche. Né en Yougoslavie, Tomáš Radovan est arrivé en Autriche en 1989. Aujourd'hui âgé d'une 50aine d'années, il nous accueille tout sourire dans sa boutique située dans la Haute-Takringerstraße, qui est une petite Yougoslavie, dit-il. Suite aux événements des années 90, de très nombreuses personnes originaires de l'ex-Yougoslavie sont venues s'installer ici. La langue, la culture et tout ce qui va avec ont naturellement rapproché ces gens les uns des autres. Et c'est ainsi qu'est née cette rue qui regorge de bars, de restaurants et d'autres établissements. La rue est devenue en quelque sorte un quartier des Balkans. Lors de cette Coupe du Monde, il suivra avec attention la Croatie et la Bosnie, mais soutiendra surtout l'Autriche, insiste-t-il. Le pays n'avait pas participé à une Coupe du Monde depuis 1998. Alors ici, l'engouement est important et les espoirs sont grands. L'ambiance, je dirais, est même meilleure qu'en 2008, lorsque le championnat d'Europe s'était déroulé ici en Autriche. Là, la fièvre a commencé dès Noël, et cela se reflète aussi dans nos chiffres de vente. C'est dû aux bonnes performances de l'équipe nationale autrichienne ces 3 ou 4 dernières années. Ils vont se qualifier dans leur groupe, ils vont passer le cap. Et ensuite, tout le monde a sa chance. Et il sera aux premières loges de l'ambiance festive, car sa boutique est située à 500 mètres de la populaire Ippenplatz, qui rassemble de nombreux bars où seront diffusés les matchs. Isorias, Vienne, RFI. Et c'est dans ce contexte de début de Coupe du Monde organisé en partie aux États-Unis qu'on a appris il y a quelques instants qu'une partie du Pentagone, le siège du département américain de la Défense, était placée en confinement après un incident lié à des substances dangereuses d'après son porte-parole. Tous les accès au bâtiment ont été verrouillés et les employés ont été évacués de plusieurs étages d'après la chaîne d'information CNN. Toujours aux États-Unis, Donald Trump poursuit ses menaces sur l'Iran après des nouveaux échanges de frappes
entre les deux pays la nuit dernière. Le président américain a juré ce jeudi de frapper très fort le pays dans la soirée et prévoit aussi de prendre le contrôle de ses infrastructures pétrolières. Le journal en français facile. L'Union européenne est-elle en train de devenir le paradis des lobbyistes, ces gens chargés de créer des liens avec les décideurs pour influencer les décisions publiques? Les grandes entreprises ont dépensé plus de 380 millions d'euros pour tenter d'influencer les politiques publiques européennes, un chiffre en hausse de 7% par rapport à l'an dernier, selon une étude de 2 ONG. Selon l'Observatoire européen des entreprises, ce sont notamment les géants de la technologie qui tentent le plus d'influencer les tendances politiques européennes. Théo Renaudon. Ils ont des badges marrons et ils peuvent se promener dans les couloirs des institutions européennes, manger avec des députés ou participer à des réunions de la Commission. Ce sont donc, Sophie, les lobbyistes et ils sont donc de plus en plus nombreux pour défendre notamment les géants de la tech. Vicky Kahn est chercheuse à l'Observatoire européen des entreprises. C'est l'une des auteurs de ce rapport. Il y a 15 ans, on ne parlait pas des géants de la tech, mais aujourd'hui, les débats portent sur les règles numériques, l'intelligence artificielle. Les institutions tentent, dans une certaine mesure, de réglementer les grandes entreprises technologiques. Mais l'industrie investit énormément d'argent auprès des régulateurs. Et ça fonctionne, Sophie, selon la chercheuse, les politiques publiques européennes sont parfois même copier-coller sur des recommandations d'industriels. Rien que le mois dernier, nous avons vu par exemple comment la Commission a utilisé un amendement écrit par l'industrie numérique, notamment par Microsoft, afin de tenter de maintenir secrètes certaines informations concernant les centres de données et leur consommation d'énergie et d'eau. Faut dire, Sophie, que la période est particulièrement propice au lobbying en Europe. L'UE veut simplifier les règles de son économie tant elle est fragilisée par le comportement imprévisible de Washington. Merci Théo Renaudon. Dans l'actualité également, le Niger criminalise l'homosexualité. Le pays a publié officiellement un nouveau code pénal. C'est l'ensemble des textes juridiques qui définissent les délits, les crimes et leurs sanctions dans un pays. Et dans celui-ci, l'homosexualité est maintenant considérée comme un crime. Avant, c'était un tabou dans la société, c'est-à-dire un sujet dont on ne parlait pas et qui n'existait pas dans le débat public. Mais à présent, elle peut être punie de 5 à 10 ans de prison, voire 20 ans pour les mariages entre personnes de même sexe. Je vous en parlais dans les titres. Après avoir parlé de football avec la Coupe du Monde, on parle à présent d'un autre sport, le monde de la navigation à la voile, qui est en deuil avec la mort du navigateur français Charlie Dalin à l'âge de 42 ans. Il était atteint d'une tumeur à l'estomac. Son plus grand succès était de remporter le Vendée Globe 2025, la mythique course autour du monde en solitaire, en s'emparant notamment du record de l'épreuve. Baptiste Leduc. Il faut une sacrée dose de courage pour se lancer dans un tour du monde à la voile en solitaire. Un mental à toute épreuve pour accomplir ce qui relèverait de la folie pour la plupart des gens. Charlie Dalin avait tout cela et bien plus encore. Navigateur hors pair, fasciné par la mer depuis son enfance entre la Normandie et la Bretagne en France, son destin aurait pu basculer une première fois en 2021. Pour sa première tentative sur le Vendée Globe, Charlie Dalin franchit la ligne d'arrivée en premier, mais c'est Yannick Bestaven qui est désigné vainqueur après avoir bénéficié d'une bonification. Cette déception l'a profondément marqué. Il était écrit que rien ne pourrait priver Charlie Dalin de sa revanche sur l'Everest des mers, pas même une tumeur à l'estomac diagnostiquée en 2023. Alors le 10 novembre 2024, il prend donc une nouvelle fois le départ du Vendée Globe. Ni la maladie, ni une violente tempête dans l'océan Indien n'empêcheront Charlie Dalin de s'imposer 64 jours et 19 heures plus tard, en pulvérisant le précédent record de 10 jours et en inscrivant définitivement son nom dans la légende de la navigation. Le récit de Baptiste Leduc. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez la réécouter bien sûr sur notre site françaisfacile.rfi.fr ainsi que sur notre application mobile RFI Pure Radio. Restez à l'écoute de la radio du monde, surtout si vous avez envie d'entendre parler de football, car dans quelques instants on retrouve Olivier Pron dans Radio Foot International qui nous parlera évidemment de la Coupe du Monde.